fait, on a fait une bagarre. Moi, je te raconte aussi. Dans Paris, Paris. la région parisienne, nous Marseillais, un peu. Je suis Anne-Catherine de Fombelle, vous écoutez mon premier podcast, il en viendra peut-être d'autres. En 2024, maman m'a confié une mission qui s'est révélée être bien plus un cadeau qu'un travail. Ma maman, c'est Bertille. Elle a 62 ans, elle est la troisième fille d'une fratrie de 4, mariée depuis 43 ans, mère de 6 enfants, grand-mère de 16 petits-enfants. Ses parents vivent à Versailles et la tâche qu'elle m'a confiée les concerne particulièrement. Écrire sur la vie de son père, mon grand-père donc. Le format est libre et le but n'est pas d'écrire une biographie précise ou historique. Il s'agit surtout de passer du temps avec grand-père et de l'écouter raconter ce dont il se souvient et qu'il voudra bien partager. Grand-père et grand-mère ont respectivement 93 et 91 ans. Ils habitent à 500 km de chez moi, quelques heures en train ou en voiture. Il serait facile pour moi d'aller les voir régulièrement ou au moins d'appeler. Mais je suis assez nulle et je ne le fais que très rarement. Je n'ai donc l'occasion de leur parler qu'une fois de temps en temps et souvent entourée d'une famille particulièrement nombreuse et merveilleusement agitée. Grâce à la mission de maman, j'ai eu le plaisir de les voir plusieurs fois par mois pour les écouter et profiter de moments privilégiés avec chacun. J'ai passé avec grand-père un total de 8h30, répartis entre le 20 février et le 30 juin 2024. L'équivalent d'une journée de conversation pendant laquelle grand-père a discuté de sa vie d'avant et surtout de ses voyages. C'est la porte d'entrée que j'ai trouvée pour que grand-père accepte de parler de lui, au moins un peu. J'ai rien vérifié, je sais que certaines dates sont fausses et certaines anecdotes mélangées, qu'il manque des choses ou qu'il n'y a pas tout, mais ça importe peu. Voilà en 3 épisodes un aperçu de nos heures de conversation, de voyage en voyage, de beaux moments que je suis ravie de partager avec vous. Conversation en famille. Je vais pas te raconter tous mes voyages. Une histoire autour de la table, autour d'un thé à raconter. Vous écoutez le podcast Conversation en famille, dont voici le premier épisode. Un matin d'hiver, je suis arrivée dans l'appartement des Templitudes où vivent mes grands-parents. Grand-grand-père et grand-grand-mère, comme on les appelle depuis qu'ils sont arrière-grands-parents. Accueillie par grand-mère, souriante, fraîche et pimpante, je découvre leur appartement. Grand-père n'est pas encore sorti de sa chambre, mais il s'est levé exprès pour ma venue. Mes affaires posées dans la chambre de grand-mère et le tour du salon terminé, nous entendons du mouvement dans le couloir. Foulard de soie bordeaux glissé sous son col de chemise, grand-père arrive finalement, bien chic et un peu bougon. Non seulement il a dû se lever pour moi, mais il n'est pas tellement enchanté du projet dont lui ont parlé maman et grand-mère. Je suis bavarde et conteuse, je n'arrive donc pas nécessairement à imaginer qu'on n'ait pas envie de raconter sa vie. Est-ce de l'humilité ou de la discrétion ? Il faut dire que je n'ai jamais trop vu ou entendu grand-père se mettre en avant, surtout ces dernières années. Grand-mère nous laisse et va qu'à ses occupations, et je suis grand-père dans la cuisine en espérant le dérider un peu. La cuisine n'est plus la même, mais les tabourets ronds en cuir émeraude, les tasses et les serviettes en tissu sont si familières que je me croise encore dans leur ancien appartement rue des Condamines, à quelques centaines de mètres de là. Sur la table, un couvert de petit déjeuner est prêt. Un sachet de thé noir dans la tasse verte tout aussi familière. Entre l'eau qui bout pour son thé, l'odeur du pain grillé et sa trousse de médicaments, grand-père commence par me dire qu'il n'a rien à me raconter, que ce n'est pas intéressant, et que ça ne vaut certainement pas la peine d'enregistrer, qu'il ne se souvient de rien de toute façon. Même en évoquant ses voyages, il commence par me dire « Je vais pas te raconter tous mes voyages. » et se ravise finalement. Il veut bien me raconter. J'en ai pas eu beaucoup besoin d'insister, et pour cause, nos heures ensemble me confirmeront que grand-père a construit toute sa vie autour de ses voyages. Je ne suis pas allée au Brésil. Étrange entrée en matière pour quelqu'un né à Sao Paulo. Mais grand-père était si jeune, il ne s'en souvient forcément pas du tout. Le récit reste captivant. Ils étaient partis au Brésil en voyage de noces. Enfin, c'est-à-dire que mon père avait été nommé directeur de Michelin au Brésil.
Mon arrière-grand-père, ingénieur électricien, était entré initialement chez EDF, mais n'avait pas trouvé ça top. Ce n'était pas un environnement qui l'intéressait particulièrement. Il avait fait une grande école, de ces écoles qui forment des directeurs, me dit grand-père. Il n'a pas eu de difficulté, donc, à se faire débaucher par Michelin. Grand-père ajoute que son père était spécialisé dans les EVA, ces arbres à caoutchouc. Ça semble tout à fait décorrélé d'une formation d'ingénieur électricien ou d'une école de commerce, mais c'est peut-être lié à Michelin. Je n'en sais rien, et grand-père non plus. En 1930, partir à l'autre bout du monde, dans un pays dont on ne parle pas la langue, me semble extraordinaire. Grand-père, lui, ne commente pas spécialement. Son père avait eu un poste là-bas, donc il y est allé. C'est comme ça. Ça correspondait avec son mariage, ils sont donc partis juste après, comme un voyage de noces qui se poursuit en expatriation. Charles Limousin, mon arrière-grand-père, était marié à une fille d'armateur. Il est aussi fils d'un père négociant et d'une mère née à Montevideo, en Uruguay. Un poste expatrié n'était donc peut-être pas si étonnant pour lui. Grand-père hausse les épaules, mais confirme. Oui, c'était quand même quelque chose de partir au Brésil à cette époque. Aujourd'hui, ça se fait très bien, mais à l'époque... Ils avaient fait le voyage en bateau, sur un bateau appelé l'Atlantique, me dit grand-père, un des plus grands paquebots de l'époque. Le séjour n'a finalement pas duré longtemps. Son père a très vite attrapé la tuberculose là-bas, et il a demandé à rentrer en France. Et puis assez rapidement, c'était le début de la guerre. Enfin, grand-père précise. Mais il n'y avait pas encore la guerre. Ça sentait mauvais. Son père a trouvé qu'il ne faisait pas bon rester en France. Il a proposé à Michelin de faire une session Michelin Export en Suisse. Ils sont allés à Genève et à Lausanne. La sœur de grand-père est née, et puis ils sont allés en pension. Nous étions tout petits, nous sommes allés en pension à Vevey, il me semble. J'avais 3 ou 4 ans, peut-être un peu plus grand. Sa sœur, Corinne, est née en 1932 à Lausanne. Il m'en parlera assez peu, mais sa voix semble trembler en me rappelant qu'il n'a plus sa sœur depuis 2014. Grand-père reprend son récit. Finalement, son père est trop faible pour continuer à travailler. À l'époque, il n'y avait pas de la sécurité sociale, ni rien de tout ça, me dit grand-père. Il ne s'est jamais fait déclarer inapte ou quoi que ce soit. Ça ne lui serait même pas venu à l'idée. Il a simplement dit qu'il ne pouvait plus travailler, il a démissionné et ils sont allés à Aix-en-Provence. En arrivant à Aix, grand-père est encore assez jeune et va à l'école au Sacré-Cœur. La même école où j'ai été une 60aine d'années plus tard. Oh, je ne me souviens même plus, j'étais petit. Il évoque des vacances dans le Midi dont il ne se souvient pas, et la mort de son père, arrivée très vite. Il reste un temps à Aix-en-Provence et emménage ensuite à Marseille, dans un immeuble rue Sylvabel détenu par la famille de sa maman. L'immeuble était très grand. C'était des appartements qui faisaient 400 mètres carrés, quoi. Et nous on habitait le 3e. Des années de primaire et de collège de grand-père, je n'apprendrai pas grand-chose. Quand je demande à grand-père comment était la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, il me décrit une vie assez ordinaire et il semble ne pas trop se souvenir. Mais d'une rencontre à l'autre, il évoque quand même quelques scènes ou situations. J'étais au lycée Perrier, en 7e, 6e, pendant la guerre. Je n'ai pas de souvenirs extraordinaires, j'habitais Marseille, j'étais louveteau, puis scout. Puis une autre fois, il me dit « Les Allemands étaient sur la côte. » Mais enfin, ils ne nous ont pas beaucoup dérangés, les Allemands. Par contre, il y avait des Français réfugiés parce que la France était occupée en partie. Puis il y avait la France libre, dont le Midi. Mais quand même, sur la côte, il y avait des blocos. L'armée allemande était quand même présente, notamment à Marseille. On voyait les militaires allemands, mais il n'y en avait pas beaucoup. À Marseille, on habitait ce très très grand immeuble de la famille, et j'avais quand même une tante Kaki qui devait avoir, je sais pas, moins d'une dizaine d'années de plus que moi. Et puis un oncle aussi, Régis, qui avait 12 ou 13 ans de plus, qui faisait un peu de résistance aussi. Il était plus ou moins résistant. J'avais des oncles qui étaient plus âgés, mais on se planquait pas mal. Ça n'a jamais été des héros. Puis, plus tard... Et on disait, c'est les Allemands, ils sont bien élevés, c'est important. On était un peu pro, mais pas nazi, mais on était pro-allemand. On trouvait que les Français étaient les militaires français étaient mal éduqués, un peu sale bourgeois. Je suis resté jusqu'à la Libération, et c'est là où je suis parti à Chamonix.
Je ne me souviens pas de la Libération spécialement, j'avais 13-14 ans. Je n'étais pas du tout intéressé, pas du tout ému. Je sais que Marseille a été bombardée 1 ou 2 fois, mais pas grand-chose. On a quand même eu quelques bombes qui sont tombées en face de chez nous. Ça m'impressionnait pas plus que ça. La vie de famille à l'époque semble agréable, gérée par sa maman, aidée d'oncle Alfred. Celui qui a cette grande maison à Puy-Ricard en face de celle où vit grand-père avec sa mère et sa sœur pendant un temps. Je ne déduis tout cela que de petits indices dans les énumérations de déménagement faites par grand-père. Ma mère avait acheté une petite maison à Puy-Ricard, à côté d'Aix, parce que mon oncle Alfred, l'aîné de la famille, avait acheté une grande maison où il était avec ses enfants. Enfin, sa fille aînée était décédée jeune, mais il y avait les 3 garçons. Je ne sais pas si tu les connais, Patrice, etc. La petite maison était à côté de la grande. C'était pas désagréable, c'était une petite maison très aixoise, provençale. C'était la vie, on se plaisait bien là. Moi je m'entendais bien, mon oncle, qui était mon parrain, s'occupait un peu de nous. On n'avait pas besoin, on n'était pas comme les jeunes de maintenant, quoi. On se débrouillait. J'ai pu faire un de mes entretiens avec grand-père à Urzy, dans la maison où j'ai passé une infinité de mois de juillet avec mes cousins, et où sont stockées des caisses entières de photographies. Je n'ai pas eu le temps de tout décortiquer, mais quelques photos serviront de support à grand-père pour me raconter une anecdote ou une autre. Devant une photo de famille, où sa mère se tient bien droite, dans un manteau noir et un petit chapeau rond noir sur la tête, je la pointe du doigt et demande à grand-père. « Elle était comment, votre maman ?»« Bon, elle était comme ça, » me dit-il en pointant à son tour la photo. J'essaie d'insister et de lui demander comment elle gérait la maison, comment elle était avec ses enfants, est-ce qu'elle cuisinait, mais je n'obtiens pas beaucoup plus. Je découvrirai quand même qu'elle emmenait ses enfants seuls en vacances, jusqu'à les amener à Madrid. Avant cette aventure madrilène, qui sera un premier pas de grand-père dans l'apprentissage des langues étrangères, sur les pas d'un cousin issu de Germain, Denis Bonas, semble-t-il, grand-père part en 3e en internat à Chamonix, où il se plaît bien. J'aimais bien skier, on skiait tous les jours. Il se trouve avec son double cousin Patrice Limousin, le fils de la sœur de ma mère qui avait aussi épousé un Limousin, me dit grand-père. Un cousin qui vit justement dans la grande maison de Puy-Ricard. On était parents proches, très très proches. J'imagine les cousins comme des frères, des aventures dans la campagne provençale aux descentes de pistes enneigées dans les Alpes pendant les récrés du collège. En internat à Chamonix, à l'époque, grand-père me confirme bien qu'il ne rentrait pas tous les week-ends, seulement aux vacances. Je lui demande si ça faisait long, s'il avait le mal de la maison. Ça ne me venait pas à l'idée, j'étais là-bas, c'était comme ça. Il rentre ensuite, terminer son lycée à Marseille, au lycée Saint-Charles, et s'inscrit ensuite en école de commerce. Il doit aussi faire son service militaire. Il discute avec un de ses chefs scouts qui lui suggère les chasseurs alpins en Autriche, comme il l'a fait lui-même. À Marseille, les jeunes étaient envoyés dans un camp militaire qui était sur la route de Cassis. Et vraiment, ça ne me disait rien d'aller dans ce truc-là. Alors, je suis allée à la caserne d'Odéoud et j'ai demandé si je pouvais intégrer là, et je savais qu'il fallait que je reste 6 mois de plus. Enfin, quand on a 20 ans, on n'est pas trop pressé. Un Marseillais qui veut aller en montagne en Autriche, c'est un peu un fada. Enfin, ils ont accepté. J'étais quand même un peu spécial parce que le Marseillais, en principe, une famille d'armateurs marseillais, il restait. J'ai connu mes grands-parents dans leur appartement à Versailles et dans leur maison de famille à Urzy, dans la Nièvre. J'aurais pu vite oublier que grand-père est marseillais, mais non. Entre les matchs de foot derrière l'Olympique de Marseille et des anecdotes présentées comme celle-ci, le fada qui va faire son service dans les chasseurs alpins, impossible d'enlever Marseille de nos racines. Il arrive donc avec d'autres jeunes qu'il ne connaît pas dans un grand hôtel au bord d'un lac à Bregenz, transformé par les Allemands en caserne avant la victoire des Alliés. Au bout de quelques semaines, on lui propose, à lui et quelques autres, d'aller rejoindre l'école de sous-officiers à Couët-Quidan. Plutôt réservé, grand-père est copain avec 3 autres gars avec qui il prend le train pour la Bretagne. En arrivant, il déchante très vite, en découvrant des dortoirs de plus de 80 lits superposés avec un simple poêle au centre. Une caserne, somme toute, beaucoup plus classique. Mais c'était dingue d'être dans un endroit comme ça, qu'est-ce qu'on fait là ? Il voyait pas l'intérêt.
On avait 8 jours pour donner son accord signé, un accord pour être dans l'école d'officier. Dans la bande de ceux de Bregenz, il y avait un fils d'antiquaire, étudiant en droit, un gars plein de bagou et beau parleur. Grand-père, lui, est plutôt suiveur, influençable. Mais ils sont tous un peu d'accord pour dire qu'ils étaient bien mieux dans leur montagne, au bord du lac, en Autriche. Et ce garçon avec qui j'étais a dit « on va pas s'embêter à être dans un endroit comme ça ». Alors on nous a dit, dans ce cas, vous retournez en Autriche. Alors du coup, je suis retourné en Autriche. J'ai repris le train et on est arrivé là-bas. Alors je te garantis qu'on roulait des mécaniques en disant « nous, à 20 ans, on est là, on dirige notre vie ». Mais quand on est arrivé sur place, on s'est dit « oh là là, qu'est-ce que va dire notre commandant ?» Et puis, ce camarade, il avait fait une licence en droit, il était très beau parleur, il a vanté les mérites de l'Autriche, de la France, etc. C'était très très bien de repartir là-bas, et le commandant a dû nous dire, je m'en rappelle pas, mais quelque chose comme « bon, c'est bien beau le baratin, on va maintenant retourner au boulot ». Notre bande de camarades reste en 2e classe, mais font quand même des trucs de stage de sous-off. Ils sont formés pour garder les nouvelles frontières, tracées suite à la guerre. Ils font beaucoup de ski et grimpent quand il n'y a pas de neige. Grand-père apprend à faire des igloos, mais la plupart du temps, il dort tranquille à l'hôtel transformé en caserne. Il aime bien, même si c'est imposé, même si c'est l'armée. En revenant de Bregenz, grand-père n'a pas terminé son école de commerce, pressé de repartir en voyage. Il a dans l'idée de trouver un travail avec les armateurs de sa famille. Ils n'ont en fait pas de place à lui proposer, et sa maman décide de les emmener, lui et sa sœur, à Madrid pour les vacances de Pâques. En train probablement, puisqu'elle ne conduit pas. On est alors au milieu des années 50. Je suis intriguée par l'idée de ce choix. Pourquoi partir à Madrid, seul avec ses 2 enfants ? Comment logent-ils ? Que font-ils une fois arrivés ? Grand-père ne me donne pas vraiment d'indications, ni de détails. Il sait par contre me raconter ce qui le fera rester à Madrid. Lors d'une autre conversation, il me précise ce qui l'a potentiellement motivé à parler des langues. Son commandant d'armée à Bregenz semble l'avoir pris sous son aile. Le jeune François devait être un bon garçon. Ce n'est pas la dernière fois qu'il sera soutenu par un mentor pour forger son avenir. Alors pendant mon service militaire, j'avais un commandant avec qui je m'entendais assez bien. Alors que dans l'armée, en plus ou moins bien, c'est supérieur. J'ai même fait le babysitter pendant quelques fois. Et il m'avait dit, mais Sudeco-Marseille, c'est pas très coté. À l'époque, c'est devenu une très bonne école, mais de mon temps, c'était quand même... C'est lui le premier qui lui suggère de travailler les langues pour compléter ses études. Commencent alors les voyages qui feront la carrière de grand-père grâce à l'apprentissage de l'espagnol et de l'anglais. Nous les découvrirons dans le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ce moment avec vos proches et à revenir pour le prochain épisode. À bientôt.